Le président Trump déclare à Fox News à propos de l'Iran, « On va leur botter le putain de cul. » Il a poursuivi, « On va les frapper fort, ils vont prendre une raclée. » Il est donc clair que les États-Unis vont répondre à ce que le président a décrit comme une attaque surprise. Il affirme que les forces américaines n'avaient que quelques minutes pour abattre ces missiles balistiques iraniens en approche. C'était Trey Yingst ce matin sur Fox News. Il parlait d'un appel téléphonique qu'il a eu avec le président Trump qui réagissait à une attaque iranienne contre une base américaine en Jordanie. Et bon, il s'exprime lui-même sur ce qu'il a dit à ce sujet. Nous allons maintenant avoir le point de vue iranien avec le professeur Mohammad Marandi, qui est de nouveau avec nous, de l'Université de Téhéran. Et il n'a pas hésité à répondre lui aussi. Professeur, de quoi s'agit-il? Je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui a conduit à ce commentaire? Je ne pouvais évidemment pas employer les mêmes mots, donc c'est ainsi que j'ai dû répondre. Je pense que c'est assez clair et je pense que vous le savez mieux que moi. Vous êtes un meilleur analyste et expert que moi. Je pense qu'il est clair ce qui va se passer. Si Trump monte d'un cran, les Iraniens vont monter d'un cran aussi. En fait, je pense personnellement, et je ne peux pas l'affirmer avec certitude, que les Iraniens ont tiré ces missiles pour forcer les Américains à, se réengager, à relancer la guerre ouverte. Parce que les États-Unis sont en guerre avec l'Iran. Il n'y a pas de cessez-le-feu, et le blocus des ports iraniens, c'est un acte de guerre. Et cela vise les Iraniens ordinaires. Donc je pense que les Iraniens veulent continuer à mettre la pression sur Trump pour toute une série de raisons. L'une d'elles, c'est que cela fait grimper le prix du pétrole et de l'énergie, et que cela fait retentir des signaux d'alarme dans le monde entier. Cela met la pression sur Trump. Une autre raison, c'est que les États-Unis seraient en train de manquer de certains types de munitions. Même si l'Iran ne compte pas là-dessus, parce qu'il est toujours possible que les États-Unis cachent certaines capacités aux Iraniens. Mais, quoi qu'il en soit, l'Iran veut épuiser leurs missiles intercepteurs et leurs missiles. Et troisièmement, je pense que, et là encore je spécule, je ne sais vraiment pas si c'est le cas. Je ne pense pas qu'il y ait, disons, un consensus sur quoi que ce soit en Iran, parce que beaucoup de personnes différentes participent au processus de décision. Je ne peux pas dire que tout le monde dit la même chose. Mais je pense que globalement, les Iraniens savent que les élections de mi-mandat approchent. Mais aussi que dans le régime israélien, peu avant les élections américaines de mi-mandat, il y a également des élections parmi les sionistes pour former le nouveau gouvernement. Et les Iraniens savent que ce nuira à Trump et que cela nuira à Netanyahou. Et vous savez, quand on parle de ça, l'une des choses qui m'inquiète depuis longtemps, du point de vue américain, c'est que la guerre ne se résume pas à ce qui se passe sur le champ de bataille. Elle est aussi politique, diplomatique, économique et militaire. Et tous ces éléments entrent en jeu. Aux États-Unis, peu de gens réalisent que tout cela se déroule en même temps. Et il semble que le camp iranien l'ait un peu mieux compris, parce que ce que vous venez de dire semblerait contre-intuitif. Vouloir pousser les États-Unis à revenir dans cette frappe. Or, il y a davantage en jeu que ce que certains peuvent percevoir. Je vais vous dire ce que j'en pense, et vous me direz si c'est aussi ce que vous observez de l'autre côté. Mais le week-end dernier, il était censé y avoir cette grande frappe qui devait se poursuivre, cette frappe énorme, massive, punitive, et ainsi de suite. Mais le président Trump l'a annulée, semble-t-il samedi soir ou dimanche matin. Parce que, comme l'ont rapporté les médias, le vice-président et le président des chefs d'état-major interarmés l'ont convaincu que nos stocks, surtout ceux de nos principaux missiles offensifs et défensifs, sont si faibles que, si nous lancions une grande frappe,
cela ne changerait pas la situation sur le terrain. Cela ne permettrait pas de reprendre à l'Iran le contrôle du détroit d'Ormuz, mais cela réduirait encore davantage nos capacités. Alors, en gros, ils ne l'ont tout simplement pas fait. Mais ça nous a laissé avec cette question. Bon, et maintenant? J'ai l'impression que l'Iran disait « Non, ce n'est pas grave, vous pouvez faire ça parce que nous voulons que vous vous débarrassiez du reste de vos missiles. » Parce que voici la situation, et c'est ce qui m'inquiète. Si on se laisse prendre à ça, qu'on y retourne, que Trump fait ce dont il parle ici, et qu'on revient à une guerre à grande échelle, en commençant simplement à tirer tous ces missiles, il ne faudra peut-être pas attendre beaucoup plus de jours ou de semaines avant de devoir compter sur certains de nos équipements plus anciens et moins performants, comme les JDAM, les bombes de petit diamètre, etc. Parce qu'on n'aura plus ces missiles à plus longue portée. Et notre défense aérienne sera encore moins capable qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Et il me semble que l'Iran peut encaisser un grand nombre de ces missiles. Ils vont toucher certaines cibles, causer des dégâts et tuer des gens, sans aucun doute. Mais si nous épuisons les bonnes munitions, alors apparemment, le camp iranien, lui, dispose encore de davantage de bonnes munitions. Est-ce que c'est une affirmation juste? Oui, je pense que c'est une analyse très juste. J'ai vu votre éditorial sur cette question et je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que les gens devraient le regarder. Encore une fois, c'est mon opinion. Je ne peux pas jurer que ce soit la position iranienne. Je n'ai pas ce genre d'accès ni d'autorité. Mais je pense que les Iraniens estiment que la meilleure façon de mettre fin à la guerre, c'est que Trump soit battu. Plutôt que de voir cela se prolonger pendant des mois et des mois, les Iraniens voudraient y mettre fin plus tôt. C'est pourquoi, lorsque la guerre a commencé, il y a 5 mois, même plus de 5 mois maintenant, les Iraniens voulaient que Trump lance une offensive terrestre. Et pendant ces 40 jours de combat, quand je parlais à des gens qui étaient plutôt, disons, assez bien informés de la situation, ils étaient favorables à une offensive terrestre. Pas parce qu'ils voulaient davantage de morts, mais parce qu'ils pensaient qu'une offensive terrestre serait catastrophique pour les États-Unis. Des gens mourraient, des Iraniens mourraient, mais cela raccourcirait la guerre. Cela entraînerait une défaite qui obligerait Trump à reculer. Et l'objectif iranien, depuis le début, c'est que cette guerre se termine de telle sorte que plus personne n'envisage jamais d'attaquer l'Iran. C'est essentiellement ce qu'ils... Donc en ce moment, les Iraniens pensent, à mon avis, qu'ils ne veulent pas que les Américains se mettent en retrait, se réarment, apportent quelques missiles de plus, puis relancent tout ça dans 2 semaines, pendant quelques jours. Nous voulons que cela se déroule autant que possible. Et en ce moment, à mon avis, la crise énergétique s'aggrave très vite, même s'ils manipulent les prix et que les prix sont bas. Mais là encore, nous avons reçu un autre invité il y a quelques semaines qui en a parlé. Je ne me souviens plus de son nom, mais je pense que ce qu'il disait est plus ou moins juste. Je pense que nous approchons de ce point de bascule. Et après un certain temps, la manipulation ne fonctionne plus. Je veux dire, si mon verre d'eau ici, enfin pas un verre d'eau, mais ce gobelet en papier ici, s'il est vide, s'il n'y a plus d'eau dedans, alors il n'y a plus d'eau. Je ne peux pas faire semblant. Et c'est là que les choses vont, surtout maintenant que la mer Rouge est fermée à l'Arabie Saoudite et que les Yéménites frappent des actifs saoudiens. La pénurie mondiale s'aggrave de plus en plus vite et nous avions déjà accumulé environ 4 mois et demi de pénurie. Maintenant, je pense que le rythme va encore s'accélérer. Et c'est ce que veulent les Iraniens. Les Iraniens veulent pousser Trump jusqu'au point de rupture. L'Iran ne veut pas l'effondrement de l'économie mondiale. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de contraindre Trump à reculer. Il pousse donc encore et encore pour qu'il arrive à ce point-là.
Et au fond, il l'a reconnu après avoir signé le protocole d'accord, en disant qu'il ne nous restait plus que 4 semaines de « ils ne veulent pas être un Herbert Hoover des années 1930 » et tout ça. C'est donc en substance vers cela que les Iraniens veulent le pousser, qu'ils reconnaissent que s'ils continuent, l'économie mondiale va tomber dans le vide. Et vous savez, on ne cède pas en désinformant le public américain. Et je vais revenir sur cet appel avec Trey Yingst, parce qu'il a évoqué d'autres choses que le président Trump lui avait dites. Écoutez bien ce qu'il affirme, que ces 13 jours consécutifs d'attaque du commandement central ont produit du côté iranien. Le président a aussi parlé de sa réunion hier avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le bureau ovale. Il dit que ce fut une excellente réunion, ajoutant qu'il comprend désormais. Il semble que la relation entre le président Trump et le premier ministre israélien se renforce. Et une fois encore, le président a qualifié cette réunion dans le bureau ovale d'excellente. Concernant d'éventuelles discussions avec le régime iranien, le président déclare « Nous allons les laisser continuer à parler. » Rappelez-vous, après 13 jours consécutifs de bombardements américains contre l'Iran, les Iraniens ont contacté le président Trump pour demander une rencontre au sujet du détroit d'Ormuz et de leurs ambitions nucléaires plus larges. Et ces discussions se déroulent en ce moment même, en coulisses. Puis il y a eu cette attaque surprise, lancée durant la nuit contre les forces américaines. Y a-t-il des discussions en coulisses? Non, les Iraniens n'ont absolument aucun intérêt à parler à Trump. Ils ne lui parleront pas. Ils ne parleront pas non plus avec des représentants des États-Unis. Et c'est ça le problème avec les médias aux États-Unis. Ils sont tous profondément compromis, surtout Fox News. Donc il a dit, je crois, vous vous souvenez, qu'après 30 jours de bombardement, les Iraniens en sont venus à « Non, il n'y a rien à se rappeler. C'est juste une invention. » En ce moment, les Iraniens attendent la prochaine phase du conflit. Si Trump intensifie l'escalade, les Iraniens intensifieront l'escalade. Si les États-Unis continuent ces attaques limitées, l'Iran mènera des attaques limitées. D'autant plus que, ces 13 derniers jours, les Iraniens ont frappé les Américains plus durement que les Américains n'ont frappé l'Iran. Chaque nuit, quand les Américains frappaient, les Iraniens ripostaient. Mais ils ajoutaient 1 ou 2 éléments pour mettre la pression sur Trump. Et je pense qu'on en a vu les résultats. On a vu l'ampleur des dégâts causés. Et cette fois-ci, les capacités iraniennes ont été plus impressionnantes, y compris pendant la guerre de 40 jours, par leur précision et par l'ampleur des dégâts qu'elles ont causés. Et je pense qu'il devient évident que les Iraniens ne manquent de rien. Ils ont beaucoup de missiles et de drones. Et ça me rappelle un peu l'époque où la guerre en Ukraine a commencé. Ce n'était pas il y a 40 ans. Mais enfin, à l'époque, ils disaient sans cesse que les Russes étaient à court de missiles, qu'ils démontaient des machines à laver pour en récupérer les puces. Eh bien, les Russes continuent de tirer ces missiles et ils n'en ont pas fini. Ce sont les missiles intercepteurs qui sont épuisés et Zelensky fait le tour pour en réclamer. On voit la même chose avec les États-Unis. Ils font venir des intercepteurs du monde entier. Ils en prennent à la Corée du Sud, ils en prennent aux Européens, et les Iraniens, eux, continuent de tirer. Donc les Iraniens ne sont pas intéressés. Ils n'accepteront que si les États-Unis respectent leurs engagements. Autrement dit, le protocole d'accord ne suffit plus à l'Iran. La prochaine fois, s'il y a des négociations à un moment donné, les Iraniens diront « D'abord, vous devez donner quelque chose d'emblée. » On ne va pas faire comme la dernière fois. Deuxièmement, les Iraniens vont ajouter le Yémen et le siège doit être levé. Et il faut faire quelque chose pour Gaza. La dernière fois, Gaza n'était pas mentionné,
Mais c'était un sujet des discussions. Le Yémen aussi. Mais cette fois-ci, ce sera plus explicite. Et il pourrait y avoir d'autres éléments aussi. Les Iraniens n'accepteront plus le protocole d'accord tel qu'il était, ni sa mise en œuvre telle qu'elle était, parce qu'on a vu que les États-Unis se sont abstenus de respecter leurs engagements. Ils ont violé tous leurs engagements. Et c'est pour cela qu'on en est là aujourd'hui. Et cela restait le point numéro 1. Vous avez évoqué la possibilité d'y ajouter Gaza et plus précisément le Yémen. Mais qu'en est-il du premier paragraphe existant, celui sur le Liban? Parce que dans le texte, ce qui m'avait toujours frappé, c'est qu'il était dit qu'il devait y avoir une fin au combat, mais il n'était rien dit sur le fait qu'Israël devrait se retirer. Certaines personnes ont affirmé plus tard que c'était une exigence, mais ce n'était pas dans le texte effectivement signé. Est-ce que cela pourrait changer aussi? Eh bien, je ne sais pas. Je parle en termes généraux, évidemment. Mais dans le premier article, il est bien question de souveraineté libanaise. Et bien sûr, on ne peut pas avoir de souveraineté tant qu'il y a une occupation étrangère. Je veux dire, si, disons, je ne sais pas, le Mexique prenait le Nouveau-Mexique, puis qu'on parlait de souveraineté américaine, ça n'aurait aucun sens tant que le Nouveau-Mexique ne serait pas libéré, ou que le gouvernement mexicain ne se retirerait pas, ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, il y a autre chose que je devrais ajouter, parce que là encore, c'est quelque chose que Fox et d'autres médias répètent sans cesse. Ils continuent de répéter que les Iraniens ont frappé ces pétroliers et que c'est ça qui a déclenché cette nouvelle phase des combats. Et je sais que vous connaissez la réalité. Et je sais que votre audience est très consciente des enjeux politiques. Mais je veux simplement le rappeler à ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas, ou qui ne l'ont peut-être jamais entendu. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Nous avions le protocole d'accord. Les États-Unis ont commencé à violer tous leurs engagements. Ils étaient censés restituer les avoirs iraniens volés. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient censés obliger les Israéliens à respecter la souveraineté libanaise et à mettre fin à la guerre. Ils ne l'ont pas fait. Et il en allait de même sur tous les fronts, à Gaza et ailleurs. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'étaient pas censés étendre le régime de sanctions. Ils l'ont fait. Ils étaient censés lever les sanctions sur les exportations pétrolières iraniennes. Ils les ont levées, puis les ont rétablies, seulement quelques jours plus tard. Ensuite, ils sont allés, et c'est évidemment le point essentiel, ouvrir ce corridor dans le détroit d'Ormuz. Et je sais que vous en avez déjà parlé, et je m'en excuse. Puis ils ont collaboré avec les Saoudiens, les Émiratis et les Koweïtiens pour faire passer des navires par ce corridor. Alors même que l'article 5 prévoit que la normalisation du détroit d'Ormuz, pendant la période d'application du protocole d'accord, se fait avec les Iraniens. Les Américains violaient donc cet accord, et ces pays collaboraient avec eux. L'Iran n'a cessé d'avertir les Américains et ces pays, mais ils ont ignoré l'Iran. C'est alors qu'au bout de quelques jours, l'Iran a frappé 3 des navires. De nombreux navires étaient passés par là. Les Iraniens n'ont cessé de les avertir. Puis ils ont frappé ces navires, 3 navires de ces pays qui savaient ce qu'ils faisaient. Ensuite, les États-Unis ont frappé l'Iran, une autre violation, et ont relancé la guerre. Et bien sûr, ils ont réimposé le siège, ce qui est une autre violation. Donc les Américains ont violé tous les aspects de l'accord. Mais vous savez ce qui est le plus intéressant? C'est que, dans le protocole d'accord, au bout d'1 mois, le détroit est censé être normalisé. Si les Américains avaient simplement attendu encore 10 jours environ, je ne sais pas exactement combien de jours c'était, alors tout cela aurait été terminé. Autrement dit, les Iraniens auraient, enfin, le passage des navires aurait été aussi facile qu'il l'était avant la guerre.
Mais les Américains ont dû saper, essayer de saper, l'Iran. Ils ont dû saper l'autorité de l'Iran. Et cela nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui, avec une crise économique mondiale qui s'aggrave. Donc si les Américains n'avaient rien fait, s'ils avaient simplement dit « D'accord, laissons les Iraniens faire ce qu'ils sont censés faire conformément à l'article 5 », à l'instant même où vous et moi nous parlons, nous en serions au 2e mois. Autrement dit, le commerce à travers le détroit serait normalisé. La seule restriction serait que les navires israéliens ne pourraient pas passer, ni les navires de guerre américains, mais tous les autres feraient des allers-retours. Donc Trump a, en gros, créé une crise sans absolument aucune raison, si ce n'est qu'il voulait simplement saper l'Iran. Oui, et quel en a été le résultat pour nous? Pas très bon. Permettez-moi de vous poser une autre question, toujours dans l'idée que tout est lié. Il semble aussi qu'un nouveau front se soit ouvert dans cette affaire. D'abord, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont attaqué certaines unités des PMF, les unités soutenues par les chiites qui font partie des forces de sécurité irakiennes. Évidemment, cela a fortement irrité le gouvernement irakien et la présidence. Nous avons aussi vu que du côté jordanien, une lettre ouverte demandait le départ des forces américaines. Ils ne veulent pas devenir eux aussi un aimant à cible avec des frappes sur leur territoire. Mais vous avez dit plus tôt que selon vous, c'était une grave erreur de la part des États-Unis et de l'Arabie saoudite d'attaquer les unités des PMF. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais souligner quelque chose. À l'époque où Daesh avait pris d'immenses portions de la Syrie, puis avait envahi l'Irak, l'Iran et le Hezbollah ont envoyé des troupes pour aider les Irakiens à créer une force, aux côtés des forces armées, afin de vaincre Daesh. Cette force, c'était les FMP, les Forces de Mobilisation Populaire. Et lorsque Mossoul a été libérée, je suis effectivement entré dans la ville avec eux. Dans les hashds avec lesquels j'étais, il y avait des chrétiens. J'ai d'ailleurs dîné avec l'un des dirigeants chrétiens des hashds, dans une zone autour de Mossoul. Je ne me souviens plus du nom de cette partie du pays, mais il était chrétien, financé par l'Iran, soutenu par l'Iran. J'y suis allé avec lui, avec 2 autres universitaires et experts. Nous avons dîné avec lui et nous avons discuté. Nous avons traversé une immense région où il y avait les hashds, la mobilisation populaire sunnite, parce qu'il y avait des quartiers sunnites. L'unité chrétienne se trouvait dans une zone chrétienne. Ce n'était pas comme s'ils étaient séparés. C'était aussi mélangé. Mais dans certaines zones, les gens sont majoritairement chiites, dans d'autres chrétiens. Donc là, c'était majoritairement chrétien. Et d'ailleurs, les yézidis, ce sont les Iraniens et la mobilisation populaire qui ont sauvé les yézidis. D'une manière ou d'une autre, les médias occidentaux ont essayé d'en faire quelque chose lié aux États-Unis, ce qui n'était pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ces hashds, cette force de mobilisation populaire, concerne l'ensemble de l'Irak. Et ce que les Américains et les Saoudiens ont fait, c'est qu'ils l'ont bombardé. Mais en réalité, les attaques contre... Ils ont bombardé parce qu'ils disaient avoir été frappés en Arabie saoudite. Mais en réalité, c'était le Yémen, le premier comme le deuxième jour. Ce n'était pas l'Irak. Et ils sont allés bombarder ces unités qui faisaient partie des forces armées irano-irakiennes. Et puis, les Saoudiens ont peut-être eux aussi été malhonnêtes, parce que hier, c'est-à-dire pas aujourd'hui, mais avant-hier, ils ont dit que des drones avaient frappé l'Arabie saoudite. Or, il n'y a pas eu de frappe en Arabie saoudite hier, ni depuis le Yémen, ni de la part des Irakiens. Mais il semble que l'Arabie saoudite ne veuille pas attribuer les frappes au Yémen, parce qu'elle ne sait pas quoi faire du Yémen. Alors ils essayent d'accuser l'Irak et de s'en prendre à l'Irak. Mais cela a provoqué un énorme tollé en Irak, et les gens manifestent et réclament vengeance.
Et les forces de mobilisation populaire en Irak, la résistance irakienne également, disent qu'elles vont prendre leur revanche. Donc ce que les Saoudiens ont fait, il y a toujours eu des tensions entre l'Arabie saoudite et l'Irak, de toute façon. C'est historique. Je ne veux pas entrer là-dedans. Mais le fait que les Saoudiens ont provoqué le Yémen, maintenant, ils ont provoqué l'Irak. Je veux dire, ils ont provoqué le Yémen en bombardant l'aéroport international, stupidement. Et maintenant, ils ont bombardé l'Irak aux côtés des Américains, aux côtés de Trump. Or, Trump n'est populaire nulle part dans cette partie du monde. Donc, ils sont perçus comme bombardant aux côtés de Trump, comme étant aux côtés d'Israël, en fait, contre la résistance qui soutient les Palestiniens. En Irak, ils ont suscité l'indignation. Dans toute la région, les gens savent de quel côté ils sont. Et maintenant, on va simplement avoir davantage d'escalade. Et donc, je veux dire, je réfléchis simplement d'un point de vue militaire. Les Saoudiens, même avec le soutien des avions ravitailleurs américains et d'autres moyens dont ils disposaient depuis 2015, n'ont jamais réussi à vaincre les Houthis, quoi qu'ils fassent. Au sol, dans les airs, ça n'a fait absolument aucune différence. Ils se sont simplement épuisés, jusqu'à finir par lever les bras, en quelque sorte. Et maintenant que cette guerre a commencé, en remontant à l'administration Biden, ils ont essayé de faire certaines choses face à ces Houthis, qui cherchaient à bloquer la navigation en mer Rouge à cause de ce qui se passait à Gaza, etc. Puis, l'administration Trump est arrivée. Ils ont essayé, ils n'y sont pas parvenus. Au bout d'environ un mois, ils ont simplement baissé les bras et dit « Oui, laissez tomber, on ne va pas faire ça. » Eh bien maintenant, tout d'un coup, nous revoilà engagés. Et pourquoi l'Arabie saoudite, d'après ce que vous en comprenez, voudrait-elle ajouter un autre front à sa guerre? Je veux dire, ils ont déjà le problème avec l'Iran. Ils ont le problème de la fermeture de Bab el-Mandeb, et il y a maintenant des opérations militaires là-bas. Pourquoi voudraient-ils en ajouter un autre, du côté iranien ou du côté irakien? Eh bien, il y a deux choses. D'abord, les Houthis, comme on les appelle en Occident, mais qui se désignent eux-mêmes comme Ansar Allah, ainsi que le gouvernement yéménite, sont aujourd'hui bien plus forts qu'à l'époque où ils combattaient les Saoudiens. Et les Saoudiens, comme vous l'avez souligné à juste titre, ont fini par devoir accepter un cessez-le-feu, parce qu'Ansar Allah devenait plus capable. Ils ont commencé à développer des drones et des missiles, et ils ont commencé à frapper des installations énergétiques saoudiennes. Les Saoudiens ont dû abandonner. Et puis bien sûr, comme vous le soulignez à juste titre, les États-Unis n'ont pas pu les vaincre. Alors, qu'est-ce que les Saoudiens vont faire maintenant? Et désormais, les Saoudiens et les Américains ont l'Iran, le Yémen et bien sûr maintenant l'Irak. Donc maintenant, ils ont, vous savez, en quelque sorte, réveillé plusieurs nids de frelons. Mais il y a autre chose, et je pense que cela pourrait être lié à votre réponse. Le docteur Larijani, qui préside le Conseil suprême de sécurité nationale, et que les Américains et les Israéliens ont assassiné pendant la guerre des 40 jours, a dit un jour, dans une conversation privée, mais la personne à qui il l'avait dit l'a ensuite rapporté lors d'une réunion. Il a dit, « Écoutez, j'ai rencontré beaucoup de ces dirigeants, parce qu'ils présidaient le Conseil suprême de sécurité nationale. Il allait et venait dans le cadre de délégations où il s'entretenait avec ces régimes familiaux arabes, du Golfe Persique, et ainsi de suite. Et il a dit, « Écoutez, beaucoup de ces gens comprennent ce que je dis, ils comprennent ce que j'avance. Mais ils sont trop, là je paraphrase, ce ne sont pas ces mots exacts. Ils sont trop corrompus par l'argent et trop liés aux États-Unis pour pouvoir faire quoi que ce soit, pour pouvoir changer, pour pouvoir réfléchir lucidement, pour pouvoir faire ce qui est juste. Je pense que Mohammed Ben Salman est entouré de béni oui-oui.
et je ne pense pas qu'il ait été élevé de manière à réfléchir raisonnablement. Rappelez-vous, c'est le type qui a enlevé le premier ministre libanais et l'a passé à tabac. C'est le type qui a fait assassiner Jamal Khashoggi, un ressortissant saoudien qui était proche du gouvernement saoudien, jusqu'à ce qu'il s'en éloigne un peu. Lui et moi avions des débats. Il soutenait le gouvernement saoudien, et moi, je le critiquais. Il l'a assassiné, comme nous nous en souvenons tous, en Turquie, puis il a fait disparaître son corps. Et ensuite, il a imposé un blocus au Qatar. Et puis, il a aussi mené cette guerre génocidaire au Yémen. Ce n'est donc pas exactement le dirigeant le plus sophistiqué et le plus réfléchi de cette planète. Et donc, comme avec Trump, vous, moi et d'autres, on se demande toujours, pourquoi fait-il ce genre de choses? C'est la même chose avec lui. Il ne réfléchit pas de manière rationnelle. Vous savez, j'en ai déjà parlé à plusieurs endroits, dans différentes émissions. Quand j'étais plus jeune, il y a, je pense, 20 ans, je me souviens que mon bon ami Alistair Crook organisait des conférences, des séminaires à Beyrouth. Et il y a environ 20 ans, je suis allé à l'un de ces séminaires. J'avais 20 ans de moins. Et il a dit, on prenait un café, lui, moi, et peut-être 2 ou 3 autres personnes. Puis il a dit quelque chose à propos de la politique occidentale. Et je lui ai dit, eh bien, Alistair, pourquoi les États-Unis font-ils ça? Ou pourquoi font-ils ça? Ce n'est pas dans leur intérêt. Et il m'a répondu, Muhammad, ton problème, c'est que tu penses qu'en Occident, le processus de décision repose sur la raison. Quelques mois plus tard, je suis retourné au Liban pour assister à une autre de ces conférences. On avait de nouveau une conversation, je suppose, autour d'un café, quelque chose comme ça, comme la dernière fois. Et on parlait aussi d'une autre politique. Je ne me souviens plus de laquelle. Alistair étant un type intelligent, je lui ai dit, « Eh bien, Alistair, pourquoi font-ils ça? » Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Occident. Il m'a dit, Mohamed, tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a quelques mois? En Occident, ils ne réfléchissent pas. Ils ne mènent pas leur politique sur la base d'une pensée rationnelle. Ce sont les émotions. En grande partie, ce sont les émotions. Donc je pense que s'agissant de Trump, c'est multiplié par 2. Et je pense que s'agissant de Mohammed Ben Salman, c'est probablement la même chose que pour Trump. Ce n'est pas fondé sur une réflexion rationnelle. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous n'aurions pas eu la guerre de 12 jours. Nous n'aurions pas eu ces 5 mois de guerre. Et nous ne verrions pas les événements de ces derniers jours se dérouler comme ils le font. Et cela devient vraiment dangereux, parce que maintenant, vous avez un conflit au Yémen et en Arabie Saoudite. Ensuite, il y a l'Irak et l'Arabie Saoudite. Il y a aussi les Iraniens aux États-Unis. Je veux dire, cela devient un conflit sur plusieurs fronts. Et puis vous avez entendu les informations sur le gouvernement irakien qui a arrêté des Ukrainiens. Il y avait en Irak des cellules ukrainiennes, ou soutenues par l'Ukraine. Elles lançaient des drones contre différents acteurs, des soutiens de l'Iran, des critiques de l'Iran, simplement pour créer le chaos. Le gouvernement irakien les a donc arrêtés, je crois, ces derniers jours. Dans une situation où il y a autant d'acteurs différents, autant d'armes, et puis tout ce pétrole et ce gaz, tous ces champs pétroliers et gaziers, les risques que les choses échappent au contrôle sont évidemment bien plus élevés. Bon, et puis, bien sûr, il faut maintenant intégrer à tout ce que vous venez de dire la déclaration de Benjamin Netanyahou après sa rencontre avec le président Trump hier. Ce matin, le président Trump a dit que c'était une excellente réunion, et ainsi de suite. Netanyahou est venu ici en affirmant précisément qu'il disposait de nouveaux renseignements, selon lesquels Pickaxe Mountain est l'endroit où un nouveau programme d'armes nucléaires a été mis en place, ou était en train de démarrer, et ainsi de suite, et que Trump doit s'en occuper sérieusement.
Qu'est-ce qui va arriver à ce mélange explosif que vous venez de décrire avec tant de justesse? Si les États-Unis le font réellement, si c'est ce que le président Trump choisit de faire, revenir, vous savez, pour, disons-le, foutre une raclée à l'Iran, et s'il fait ce que Netanyahou voulait faire en frappant Pickaxe Mountain, est-ce que ça va ramener Israël dans la guerre? Est-ce que ça va faire exploser toute la situation? À votre avis, quelle pourrait être la réaction iranienne? Les Iraniens sont prêts à frapper les Israéliens, mais ils veulent que ce soit eux qui commencent. La raison, c'est que les Iraniens estiment que la situation à l'intérieur d'Israël est très mauvaise, que les divisions y sont énormes et qu'il y a un risque de violence. Donc, les Iraniens veulent simplement rester en retrait et regarder. Si le régime israélien frappe l'Iran, l'Iran ripostera durement. Bien plus durement, disent les Iraniens, que pendant la guerre de 40 jours. Il frappera très fort pour que les Israéliens sachent que Netanyahou leur a rendu la vie misérable. Mais si l'Iran frappe en premier, alors, et là encore c'est mon analyse, je ne peux parler au nom de personne, cela pourrait créer une situation dans laquelle certaines personnes se rallieraient à Netanyahou. L'Iran ne veut pas cela. L'Iran veut que la situation intérieure en Israël se dégrade. L'Iran est donc prêt à frapper, mais il veut que les Israéliens commencent. Mais si Trump passe à l'escalade, s'il frappe Pickaxe, qu'est-ce qui se passe? Oui, si Trump intensifie les choses, les Iraniens ont dit très précisément, à propos de cette montagne, que si les États-Unis la frappent, ils riposteront dans toute la région. Cela signifie frapper des infrastructures essentielles en Arabie Saoudite, aux Émirats, à Bahreïn. Ce serait un peu comme frapper les ponts, les centrales électriques et tout ce que Trump envisageait de viser. L'Iran a donc dit qu'il riposterait très durement. Toute escalade des États-Unis, maintenant, va donc probablement mener à la situation que nous redoutons tous, et c'est un effondrement économique mondial. Parce qu'au final, et là encore, vous le savez mieux que moi, vous recevez des économistes, et je m'avance peut-être un peu, mais on peut manipuler le marché pendant un temps. L'intelligence artificielle peut vous y aider, et ainsi de suite. Mais quand soudainement, on se retrouve à deux doigts d'une crise, et que les gens voient à la télévision des infrastructures saoudiennes exploser, des infrastructures koweïtiennes exploser, je pense que ça va provoquer une panique. Et alors, vous allez voir le chaos. Vous allez voir un effondrement, parce que je pense qu'on en est très proche. Enfin, selon la propre évaluation de Trump, il reste 4 semaines. Disons que Trump exagère, comme il le fait toujours. Quand il ne ment pas, il exagère. Disons que ce sont 8 semaines, pas 4. On y arrive. 2 semaines se sont déjà écoulées. Et puis si on ajoute la mer Rouge, le rythme s'accélère. Donc si un matin on se réveille et qu'on voit des scènes de ruines et de dévastation sur des installations pétrolières, des installations gazières, des pétroliers et tout le reste, je pense que cela signifie la mort. Je pense que cela veut dire la fin de l'économie mondiale. À votre connaissance, le régime iranien a-t-il fait savoir à ces pays régionaux du CCG: écoutez, nous ne voulons pas frapper vos infrastructures énergétiques, parce que cela vous ferait reculer de très nombreuses années, provoquerait toutes sortes de catastrophes économiques mondiales, et toucherait aussi des amis de l'Iran, comme la Chine, l'Inde et d'autres pays qui en paieraient également le prix. En leur disant: si vous prenez simplement vos distances avec les États-Unis, nous ne vous frapperons pas. Est-ce qu'il se passe quelque chose de ce genre? Tout le temps. Ça dure depuis 5 mois, tout le temps. Ils ont même envoyé des délégations. Ils en ont reçu. Ils communiquent par l'intermédiaire de leurs ambassades. Mais ces pays ont commencé en misant sur le mauvais cheval. Ils pensaient que si Trump attaquait, ils gagneraient la guerre en quelques jours. N'oubliez pas qu'ils obtiennent leurs informations sur l'Iran auprès des mêmes sources que Trump.
les médias occidentaux, les groupes de réflexion. L'Iran est sur le point de tomber. C'est un régime impopulaire. Il est sur le point d'imploser. Ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Vous savez, il suffirait d'une petite poussée et tout s'effondrerait. Toutes ces absurdités qu'on entend depuis 47 ans. Et moi, vous vous en souvenez, je conseille aux gens de lire quelques livres sur l'Iran, comme Going to Tehran, des Leverett, ou le livre d'Alastair Crooke Resistance, afin de mieux comprendre la réalité, au lieu de croire à ce genre d'absurdité. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils sont voisins de l'Iran, ils tirent leurs informations des mêmes sources occidentales. Alors, ils croient à ces absurdités. Ils pensaient donc que Trump déclencherait cette guerre, que ça prendrait 2 ou 3 jours, que le soi-disant régime s'effondrerait, et qu'il serait dans les bonnes grâces de Trump, sans rencontrer la moindre difficulté. Eh bien, ça ne s'est pas passé ainsi, comme nous savions que ce ne serait pas le cas. Car toutes ces absurdités sur l'Iran n'étaient que cela, des absurdités. Et nous l'avons vu lors des funérailles. Nous l'avons vu à travers les capacités militaires de l'Iran. Mais de toute façon, ils ont misé sur le mauvais cheval. Et maintenant, ils sont coincés, ou ils ont le sentiment de l'être. Ces pays ne sont pas des entités souveraines. Ces princes et ces rois sont liés à l'Occident. C'est l'Occident qui les maintient au pouvoir. L'Arabie saoudite, c'est un pays qui porte le nom d'une famille, la famille Saoud. Ce n'est pas un pays pour lequel les gens auront envie de mourir. Donc, vous avez cette famille qui dirige. Elle n'a pas de légitimité populaire. Il n'y a pas non plus de véritable société civile, au sens où vous ou moi l'entendrions. Ils sont donc fragiles, ils sont vulnérables. S'ils se retournent contre les États-Unis, ils seront renversés par ceux-là même qui les maintiennent au pouvoir. S'ils s'alignent sur les États-Unis, nous obtenons ce que nous avons en ce moment. Ce n'est pas une bonne question. Tout ce qu'ils peuvent faire, en privé, c'est supplier Trump de ne pas faire ces choses-là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, on verra. J'imagine qu'il faudra choisir son poison. Écoutez, je sais que vous manquez de temps. Vous devez aller ailleurs. Mais il y a encore une chose que je tiens vraiment à vous demander. Cela vient de Dropsite News. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a fait hier des déclarations dont plusieurs éléments sont essentiels pour comprendre la position stratégique de Téhéran concernant cette guerre. Et je pense que certains sont vraiment importants. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Par exemple, l'Iran dit que le détroit d'Ormuz ne reviendra jamais au statu quo d'avant-guerre. C'est quelque chose que vous dites depuis un bon moment. Mais sur ce point précis, je me demande si vous pourriez en parler. Désormais, le contrôle d'Ormuz est considéré comme faisant partie de la sécurité nationale de l'Iran. Quelles sont les implications d'une telle déclaration? Bon, d'abord, je tiens à souligner que selon moi, tout le monde devrait regarder cette interview ou la lire. Je pense que c'est important. Et je pense que vous avez soulevé, enfin en discuter, est essentiel. Et pour comprendre la situation, je pense que les gens qui liront cela auront une meilleure idée de là où en sont les choses avec l'Iran. Deuxièmement, il s'agit du vice-ministre des Affaires étrangères. Alors souvenez-vous, en Occident, on entend toujours cette absurdité selon laquelle il y aurait des factions en Iran. Il y aurait les gardiens, les durs, puis les modérés, comme les gens du ministère des Affaires étrangères. Tout cela est absurde. En Iran, comme nous l'avons déjà évoqué, il existe un Conseil suprême de la sécurité nationale. Toutes les figures clés de l'appareil politique, militaire et sécuritaire iranien sont impliquées et elles prennent les décisions. Et quand le guide prend une décision, cela devient la politique à suivre. Les gardiens ne tirent donc pas de missiles sur qui que ce soit sans autorisation. L'armée n'envoie pas de drones contre qui que ce soit sans autorisation. Le ministère des Affaires étrangères
ne négocie pas sans autorisation. Ce sont toutes des branches différentes d'un même système, des États différents. Donc ici, c'est le ministère des Affaires étrangères. Ce sont les soi-disant modérés. Ce qu'il dit, c'est « Écoutez, le détroit d'Ormuz, nous ne reviendrons pas à la situation d'il y a 5 mois et 2 jours. Désormais, il sera administré par l'Iran. Avec Oman, nous pouvons le faire, mais nous devons être impliqués dans l'ensemble du processus. » Autrement dit, il n'y aura pas une route pour Oman et une autre pour l'Iran. Non. Pourquoi? Parce que c'est une question de sécurité pour nos intérêts nationaux. Nous avons traversé une guerre. Ce n'est pas comme avant. Ce n'était pas il y a 6 mois. Les États-Unis nous ont fait la guerre avec l'aide de pays de la région. Et bien sûr, du régime israélien. Donc, nous n'allons pas laisser le détroit d'Ormuz redevenir ce qu'il était avant. Nous allons en avoir le contrôle total. Nous pouvons le faire avec Oman ou sans Oman. C'est à eux de décider. Je pense donc que c'est essentiel. En ce moment, ce que Trump essaie de faire, c'est de dire non, les Iraniens ne peuvent pas avoir le contrôle. Et il a d'ailleurs dit dans l'interview que ce n'était pas seulement une question de sécurité, c'était aussi financier. Autrement dit, il a dit oui, nous allons prélever des droits. Et parce que certaines personnes disent parfois, bon, il s'agit de sécurité et moins de redevances. Il l'a dit très clairement. Il s'agit de sécurité et il s'agit de redevances. Ces pays, ça c'est moi qui l'ajoute, il ne l'a pas dit, d'accord? Je ne me souviens pas qu'il l'ait dit. Ces pays, les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens, les Qataris, les Bahreïnis, ils nous ont fait la guerre. Ils ont aidé les Américains à détruire nos infrastructures, à tuer nos enfants. Ils doivent payer. Je ne dis donc pas que cela s'appellera des compensations, mais ces redevances viendront de ces pays. Ces pays ont fait la guerre à l'Iran. C'est vrai, Trump était celui qui tirait les ficelles, Netanyahou aussi. Mais au bout du compte, sans ces 5 pays, la guerre n'aurait pas pu se poursuivre. Alors, j'en viens au point suivant. Je sais que vous manquez vraiment de temps. Il en reste 2. D'accord. Vous avez dit que l'Iran est prêt à maintenir le détroit fermé, ou plutôt, c'est lui qui l'a dit, même si cela signifie la reprise de la guerre. Le vice-ministre des Affaires étrangères a rejeté la réouverture du détroit à la navigation, ce que vous venez justement de dire. Mais je pense qu'il est important que les gens comprennent ceci. Selon lui, l'Iran maintiendra le détroit fermé jusqu'à ce que nous le reconnaissions, même si cela implique de retourner à la guerre. Mais le détroit ne sera pas rouvert sans l'autorisation de l'Iran. C'est bien ce qu'il dit, non? C'est exact. Je veux dire, pour être clair, si on veut être précis, certains navires passent bien, mais ils empruntent le corridor iranien. Leur nombre est très limité. On est très loin du niveau d'il y a 3 semaines et absolument très loin de celui d'il y a 6 mois. Donc, seule une poignée de navires passe chaque jour. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, 2 ou 3 navires japonais sont passés, ainsi que 2 navires chinois, des pays qui n'ont rien eu à voir avec la guerre. Mais ils sont très peu nombreux. Il n'y aura donc pas de normalisation du détroit d'Ormuz tant que ces questions ne seront pas réglées. Et n'oubliez pas, Trump n'avait qu'à appliquer le protocole d'accord, et à présent, nous en serions au 2e mois. Le transit maritime par le détroit aurait été normalisé, mais il nous a replongés dans cette situation catastrophique, et c'est la 3e fois qu'il le fait. Enfin, sans compter la guerre de 12 jours, qui a elle aussi été catastrophique. Mais il a déclenché cette guerre, créé cette situation. Puis, il y a eu le cessez-le-feu après 40 jours. Il aurait pu appliquer ce cessez-le-feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Netanyahou est allé bombarder le Liban à tapis et a empêché le cessez-le-feu de s'installer. Les Iraniens n'ont donc pas autorisé le passage des navires. Et plus tard, Trump a imposé ce blocus. Donc, tout aurait pu être terminé après 40 jours de guerre.
Ensuite, nous avons eu 2 mois de siège, comme nous nous en souvenons tous. Puis le protocole d'accord a été finalisé. Et comment ce protocole d'accord a-t-il vu le jour? Israël a de nouveau bombardé Beyrouth, et l'Iran était sur le point de frapper. Alors Trump a dit non, 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 je vais faire ces concessions. Finissons-en. Il savait donc à quel point l'économie mondiale était fragile. Il y a donc eu ce protocole d'accord. Mais au lieu de l'appliquer, il a commencé à vouloir jouer au plus malin, à tromper l'Iran et à essayer de le saboter. Eh bien, les Iraniens savaient ce qu'il essayait de faire, et ils l'ont bloqué. Et nous voilà donc de retour dans une situation critique qui empire de jour en jour. Et l'une des choses que le président Trump a aussi dites hier, peut-être encore ce matin, c'est que notre blocus va forcer des concessions. Mais votre vice-ministre des Affaires étrangères affirme que l'Iran ne sera pas contraint de faire des concessions. Il a déclaré que le blocus naval ne peut pas forcer l'Iran à négocier. L'Iran peut s'approvisionner par d'autres corridors commerciaux. Et je pense que trop peu de gens le comprennent. Si je peux simplement le montrer aux téléspectateurs, peut-être pourrez-vous expliquer pourquoi. Mais enfin, en regardant une carte, ce n'est pas si compliqué. Il y a la mer Caspienne, ici en haut. Il y a toutes ces frontières terrestres, de ce côté-là, et beaucoup d'endroits où, littéralement, nous n'avons aucune capacité à bloquer quoi que ce soit. Comment l'Iran peut-il survivre si nous continuons à bloquer cette partie-là? Je veux dire, il est clair que le blocus fait mal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'Iran a 15 voisins. L'Iran est un immense pays. Il n'a pas la taille des États-Unis, mais il fait la taille de l'Europe occidentale. Et il est plus grand, je crois, que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne réunies. Et comme vous l'avez souligné à juste titre, c'est un pays montagneux. Il a une population énorme, bien supérieure à 90 millions d'habitants. Comment qui que ce soit pourrait-il l'encercler? Vous avez les Russes, qui sont voisins par la mer Caspienne. Vous avez l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Turkménistan, le Pakistan, la Turquie et l'Irak. Et puis, vous avez le Golfe Persique. Ça ne marchera pas. Mais surtout, et c'est le plus important, les Iraniens mènent une guerre pour leur survie. Et on a vu les gens descendre dans la rue. Pour ces funérailles, ils bénéficient d'un soutien populaire. Et c'est une guerre de survie. D'un autre côté, on a vu les 2 mois de siège. Trump a dû reculer et dire « Je ne veux pas être un Herbert Hoover ». Donc, c'est exactement la même chose qui se reproduit. Il a dû accepter le protocole d'accord parce que la situation empirait. Eh bien, on est assez près d'une très mauvaise situation en ce moment. C'est pire que lorsque Trump a dit ça. Aujourd'hui, c'est pire qu'à l'époque. Donc vous savez, Trump ne va pas gagner. Ce n'est pas une guerre que les Iraniens vont concéder. Les Iraniens vont continuer jusqu'à ce que Trump finisse par capituler, ou jusqu'à ce qu'on entre dans une dépression économique mondiale. Et alors, on vivra dans un monde très différent. Oui. Et dernier point ici. Le président Trump, enfin, tout ce qu'il a dit publiquement, au minimum, tourne autour de cette idée. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. C'est ce qu'il disait en 2025. C'est ce qu'il disait en février dernier. C'est ce qu'il a dit ce matin à Trey Yingst. Il le répète sans cesse. Et le point le plus important dans les déclarations de ce ministre des Affaires étrangères, de ce vice-ministre des Affaires étrangères sur le dossier nucléaire, il a dit que l'Iran agit de fait comme s'il n'était plus membre du TNP. Il a poursuivi en ajoutant que Téhéran débat de la possibilité de quitter complètement le TNP. Et cela aurait des conséquences assez considérables. Que pouvez-vous nous dire de la situation sur ce sujet à l'intérieur de l'Iran? Nous n'avions pas besoin d'en arriver là. Je veux dire, nous faisions partie du TNP. Nous avons accepté l'accord nucléaire de 2015, dont j'étais critique. Je pense que nous avons fait trop de concessions. Nous avons accepté un accord dans lequel la surveillance en Iran était plus importante que dans le reste du monde réuni.
Et Trump a tout jeté par la fenêtre. Les Américains non plus ne respectaient pas leurs engagements. Obama violait ses engagements. Mais les Iraniens ont continué à appliquer l'accord. Alors Trump l'a déchiré. Et puis, Joe Kent, qui est un ami à vous, qui est venu dans votre émission, a répété que les Iraniens ne développaient pas d'armes. Tulsi Gabbard, vous savez, a déclaré sous serment que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme depuis des années qu'il n'existe aucune preuve que l'Iran développe une arme nucléaire. Même les États-Unis ont reconnu que depuis 2003, l'Iran ne développe pas d'armes nucléaires. Et avant 2003, rien ne prouve non plus que l'Iran développait une arme nucléaire, puisque l'AIEA n'a jamais rien dit de tel. Donc, les États-Unis ont poussé l'Iran vers la situation où nous en sommes aujourd'hui. Et rappelez-vous, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui le dit. Ce ne sont pas les gardiens, ni les soi-disant durs, ou peu importe comment on les appelle. Donc ce qu'il dit, c'est écoutez, si c'est dans cette direction qu'ils vont nous pousser, alors, avec ces politiques, nous sommes pratiquement en train de sortir du TNP. Trump a donc fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et pardon, enfin la question est la suivante. S'ils sortent du TNP, vont-ils alors développer une arme nucléaire? Je ne pense pas que cela veuille dire la même chose, mais je pense que cela leur donne davantage de levier. Je veux dire, pourquoi l'Iran a-t-il enrichi de l'uranium à 60% au départ? Aux États-Unis, sur Fox News, ils disent « Oh, ils ont fait ça. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils veulent une arme nucléaire. » Non, c'est absurde. Les Iraniens, dès le début, quand Trump s'est retiré de l'accord sur le nucléaire, ont attendu 2 ans. Au bout de 2 ans, ils ont relancé le programme nucléaire. Et ensuite, quand l'Occident refusait toujours de lever toutes ces sanctions, ils ont commencé à enrichir à des niveaux plus élevés pour faire pression comme moyen de négociation, à la table des négociations. Ils ont été explicites là-dessus. Donc ces gens mentent quand ils disent que l'Iran est en train de se doter de l'arme nucléaire. Mais si l'Iran quitte le TNP, il se rapproche évidemment de ce scénario. Cela ne veut pas dire pour autant que l'Iran veut réellement le faire. Quoi qu'il en soit, vous savez, c'est une agression américaine. C'est Netanyahou, Trump et les sionistes. Ils poussent la région vers l'effondrement. Et de fait, ils poussent l'Iran dans une direction qui le rapproche de la porte de sortie du TNP. Et dernière question, en 30 secondes ou moins. Que se passe-t-il si l'Iran se retire effectivement du TNP et qu'Israël dit « c'est une menace existentielle pour nous ». Ils vont obtenir la bombe. Nous allons utiliser l'une de nos armes nucléaires. Et si cela arrivait? Je pense que ce serait la fin d'Israël. Le monde ne tolérerait pas ça. Le monde est déjà écœuré par le régime israélien. Il a déjà perdu sa légitimité aux yeux des populations du monde entier. Tout le monde commencerait à développer des armes nucléaires dans toute la région, et peut-être au-delà. Et l'Iran est un immense pays, avec des montagnes partout, comme vous l'avez souligné. Si Israël allait dans cette direction, il suffirait à l'Iran de se mettre à en fabriquer 1 ou 2, et ce serait largement suffisant. Et on voit les capacités conventionnelles de l'Iran. Il a vaincu les États-Unis et le régime israélien dans la guerre. Donc ce serait la chose la plus stupide. Et cela mettrait fin à beaucoup de choses. Mais espérons que ces sionistes insensés, ces suprémacistes ethniques et les néoconservateurs aux États-Unis n'iront pas jusque-là. On ne peut qu'espérer, parce que personne ne sortirait gagnant si cela arrivait. Chacun d'entre nous y perdrait. Et que Dieu nous vienne en aide si nous en arrivons là. Mais nous vous remercions pour votre franchise et pour nous avoir fait part de ce que vous observez depuis Téhéran. Nous vous en sommes reconnaissants aujourd'hui.
Merci. C'est un honneur. Merci de me recevoir. Et on vous apprécie aussi. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain. Nous n'avons pas de sponsor parce qu'on déteste vous assommer de publicité. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien en retour. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous. Send this to somebody you care about.